Voici la carte militaire du 4 août 2025 et comme d'habitude, on va commencer par les frappes générales. Tout d'abord, il y a une attaque de drone dans la ville de Penza, donc en pleine Russie. Alors peut-être qu'ils ont été envoyés sur place ou depuis l'Ukraine, mais vraisemblablement sur place. C'était des petits drones. Apparemment, ils ont fait que très peu de dégâts puisque ce sont les débris des drones qui ont fait des dégâts mineurs sur Penza. À peu près la même chose, mais qui a eu des conséquences un peu plus importantes sur Sochi, la célèbre ville de Sochi. Un dépôt pétrolier a été attaqué par des drones. Alors d'après les images, l'incendie est assez notable. 127 pompiers sont intervenus d'après le gouverneur de l'oblast de Krasnodar, dont fait partie la ville de Sochi. Bon, apparemment, les Russes qui ont grandement l'habitude de ce genre de problème sont en train de résorber avec succès l'incendie, si ce n'est déjà fait. Encore une fois, les Russes ont grandement l'habitude de ce genre de problème. En tous les cas, c'est un incendie notable hein, et non pas mineur. Alors maintenant, en Ukraine directement, là on a Kiev qui a été particulièrement attaqué par des drones. Pas vraiment de missiles, c'est vraiment des drones, un nombre très très important. Je n'ai pas le détail des frappes. Sur Kharkov, une usine militaire a été attaquée par les drones russes. Mais c'est tout ce que je sais, je n'ai pas trop de détails, mais Kharkov en tous les cas a été bien bombardé par des drones aussi, mais beaucoup moins que Kiev. Alors, sur Kherson, il ne s'est rien passé, bien que le gouvernement de Kiev est fébrile parce que d'après les rapports que j'ai pu voir dans The Kyiv Independent, donc le grand journal ukrainien, ils craignent, étant donné l'effondrement de leur front qui est reconnu sur Kherson, beaucoup d'officiers ukrainiens craignent une attaque des Russes en traversant le Dniepr. Alors pourquoi ils craignent une attaque? Parce qu'ils sont très très faibles ici, en réalité, et les Russes bombardent constamment avec l'artillerie et les drones ici, de l'autre côté du Dniepr. Ce qui fait qu'en fait, les soldats ukrainiens n'osent pas sortir de leur bunker ou de leurs tranchées, de peur de se faire attaquer par des drones. Donc ils sont en grande situation de faiblesse, bien évidemment en hommes, mais aussi en munitions. Et donc, étant donné que tous les facteurs sont favorables pour les Russes, ils craignent une attaque pour prendre l'entièreté de Kherson en traversant le Dniepr. Bon, nous verrons bien. Alors ici, c'est la zone industrielle de la centrale nucléaire de Zaporojye, exactement ici, qui a été attaquée par des drones, heureusement sans conséquences. Là, dans l'oblast de Zaporojye, les Russes ont fait une avance assez notable, comme vous pouvez le voir. Donc ils avancent, ils avancent. Donc là, ils ont pris cette ville, là, Plavny déjà, et ils avancent vers Stolnitsk. Voilà. Donc ça commence à bouger, hein. Ça commence à bouger. On verra si ça bouge sur Kherson, parce que ça fait plus d'un an qu'il ne se passe rien sur Kherson, à part, souvenez-vous bien évidemment, la grosse bataille de Krinky, grosse bataille amphibie de Krinky, qui s'est soldée par un massacre côté ukrainien. Il y a eu plusieurs assauts des Ukrainiens pour prendre Krinky afin de reprendre Kherson tout simplement, et ça a duré des mois et ils se sont fait massacrer ici. Donc je suppose que chat échaudé craint l'eau froide. Donc là je suppose que jamais là les Ukrainiens vont refaire une attaque, d'autant plus que là les forces russes sont très consolidées, d'où la crainte du gouvernement de Kiev via la voix des officiers ici, comme quoi il y aurait une invasion russe assez importante. Mais bon, encore une fois, nous verrons bien. Là, la centrale d'Enial Godar n'a rien eu au final. Donc avancée russe ici.
Là, il ne s'est rien passé ici. Par contre, évidemment, c'est sur Donetsk qu'il y a eu des avancées, comme d'habitude, importantes. Donc là, il y a eu une avancée ici, relativement importante. Là, une petite avancée russe, juste au nord-ouest de la ville de Shevchenko, qui est une petite ville minière extrêmement riche en lithium. C'est pour ça que j'avais mis LIT ici. Donc là, il y a une petite avancée ici, petite avancée ici aussi. Toujours aucune information concernant ce petit chaudron qui reste assez mystérieux, mais apparemment ça se bat toujours, donc aucun ordre de retraite n'a été donné côté ukrainien. Alors bien évidemment sur Paklovsk, c'est l'endroit le plus important du front. Donc alors les ronds, c'est pour vous dire que ce sont les zones très importantes logistiques. Comme vous pouvez le voir, ça représente les grandes routes, les deux seules grandes routes qui approvisionnent Paklovsk. Regardez l'avancée russe qui a été confirmée par rapport à la semaine dernière. Là, ils se sont établis au centre de Paklovsk et ils avancent tout doucement en étoile. Donc ça, c'est les lignes de la semaine dernière, hein. Les lignes de pointillés, c'est les lignes de la semaine dernière. Et là, très étonnamment, il y a eu une avancée plein est au sud de Paklovsk. Une avancée, comme vous pouvez le voir, quand même assez importante. Donc Paklovsk, apparemment, d'après ce qu'on peut lire de la carte, va être prise de tous côtés, hein. Là, au nord de Paklovsk, il y a une grosse avancée russe. J'ai ajouté des flèches parce que les Russes, en fait, ont déjà envoyé des troupes ici. Certainement pour bloquer cette route nord d'approvisionnement, hein. Donc évidemment, elle est déjà bombardée par les drones et l'artillerie depuis un moment déjà, hein. Mais là, il y a déjà des forces russes ici. Sauf qu'ils n'ont rien consolidé, ils n'ont fait qu'avancer pour l'instant, hein. C'est dans l'élan, on va dire, dans l'élan de l'action. Là au nord, il y a eu une avancée russe ici, donc vraiment, là ça part un peu dans toutes les directions ici. D'un autre côté, Donetsk, c'est grand, il y a encore beaucoup de territoire à prendre pour les Russes, hein. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi les lignes Kaki et FOR, là c'est pour montrer les anciennes forteresses qui ont été prises par les Russes. Donc là, on a Ougledar, là Toretsk, là Bakhmut, et donc FOR c'est pour forteresse. Alors évidemment, la nouvelle de la semaine, c'est Tchassivyar qui a été déclaré par le ministère de la Défense russe totalement prise. Alors en même temps, bien entendu, il y a eu une avancée russe importante. C'est ce qui a fait que bon, les autorités russes ont déclaré Tchassivyar complètement prise. Donc vous voyez, même la banlieue a été complètement prise. Alors comme je ne cesse de vous le répéter chaque semaine, Tchassivyar, le plus grand verrou stratégique du front, a été déverrouillé, ce qui va permettre aux Russes de prendre Konstantinivka. Ça va être une formalité pour prendre Konstantinivka. Et ensuite Kramatorsk. Alors par contre, est-ce que les Ukrainiens ont bunkerisé Kramatorsk et Slaviansk? En toute logique, ils auraient dû le faire. Alors nous verrons bien, hein, la résistance qu'il y aura à Kramatorsk et à Slaviansk. La semaine dernière, il n'y avait plus que environ 13 000 habitants sur Kramatorsk. Vous vous doutez bien que les 13 000 habitants sur Kramatorsk, en très grande majorité, bah, ce sont des Ukrainiens russophones pro-russes, bien évidemment. Donc voilà, quand je suppose les Russes vont commencer à arriver sur Kramatorsk, à mon avis, il y aura une aide de la population qui va être bien plus grande qu'elle ne l'est maintenant, hein, parce que c'est comme ça que les Russes ont des informations, arrivent à bombarder tel ou tel QG en Ukraine, c'est grâce aux actions de traîtrise des Ukrainiens pro-russes, hein. C'est comme ça principalement que le SVR russe arrive à avoir les renseignements nécessaires. Donc sur Tchassivyar, bah, évidemment, c'est tombé. Donc là maintenant, le déverrouillage à ce niveau-là va permettre aux Russes de remonter vers le nord
et en même temps de prendre Krasny Liman qui est ici. Bien évidemment, ça c'est les proies. Alors les proies restantes, c'est bon, Konstantinivka, bien sûr, Kramatorsk, la viande, Krasny Liman et Siversk. Siversk, qui résistait depuis tant et tant de temps. Là, vous voyez, les Russes ont fait 2 progressions. Ça y est, ils s'approchent de Siversk. Ça y est. Donc, Siversk, il n'y en a plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Ça bataille assez dur hein, sur Siversk. Là, par contre, au nord de Krasny Liman, ça bataille beaucoup moins que sur Siversk. C'est pour ça que les Russes arrivent à faire ces avancées-là. Donc là, il y a 3 fronts d'avancée et ils vont prendre en tenaille Krasny Liman. Ils vont fondre comme ça vers le sud et prendre Krasny Liman certainement comme ça. C'est ma supposition tout du moins. Là, la seule route d'approvisionnement principale ici, évidemment, va très vite être bloquée pour Krasny Liman. Guerre d'attrition de base, hein, les Russes n'y vont jamais franco de front. Hein, ils font à chaudron, prennent en tenaille la ville, bloquent toutes les voies d'accès, toutes les voies logistiques, et après ils y vont tout simplement tranquillement afin qu'il y ait le moins de pertes possibles en hommes et en matériel de leur côté. C'est la guerre d'attrition russe classique qui n'a pas changé depuis le début. Hein. Voilà, donc là, il ne s'est rien passé. Donc là, c'était les lignes de la semaine dernière, mais que j'avais oublié d'enlever. Voilà, donc là, il n'y a eu pas trop d'avancées russes, à part qu'ils consolident tout simplement. Ils consolident. Alors, faut pas oublier que moi, je fais pas bloc par bloc hein, de maison. Hein. Je note une avancée que quand elle est notable. Là, sur ce nouveau front, il n'y a pas eu d'avancée, ni sur ce petit front, sur Vovchansk. Alors là, et ça c'était les lignes que j'avais déjà mis la semaine dernière. En fait, il y a eu une avancée ici. Je ne l'ai pas noté parce que c'est pas consolidé. Mais apparemment, ils auraient avancé à peu près jusque-là. Mais j'attends de voir pour voir si c'est vraiment consolidé. Nous verrons bien. Et là-haut, sur Soumy, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu cette fois de coup de théâtre. Il ne s'est rien passé de spécial. Bon, d'un autre côté, il faut bien qu'à un moment donné, ça se stabilise un petit peu sur ce front-là. Hein, mais en tous les cas, ça ne saurait tarder, évidemment. Hein, les Russes consolident le front ici. Hein. La semaine dernière, ils ont eu 2 avancées ici, donc là ils consolident. Alors le fait de consolider, c'est un avantage pour les Russes parce que les Ukrainiens eux n'arrêtent pas d'attaquer, donc pour les Russes c'est tranquille en défense et c'est ce qu'on appelle la défense agressive. Donc ils ne font pas que défendre, ils avancent un petit peu, c'est la défense agressive mais qui est parfaite en guerre d'attrition puisque l'ennemi se jette en grand nombre sur cette ligne de défense. Donc ils se font tuer bien évidemment en grand nombre. On verra la semaine prochaine dans l'autre point sur l'Ukraine de samedi. On verra qu'il y a une personnalité ukrainienne bien connue là-bas qui s'appelle Maria Berlinska, qui a fait le compte des morts. Et je vous donne un petit scoop à l'avance. Donc ça a été révélé que les Ukrainiens ont 300 morts par jour. 300 morts par jour. Hein, je vous donnerai les détails après. On parle que des morts, hein, véritablement morts. Voilà, bon, c'était le petit scoop à l'avance. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du lundi 4 août 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.